Bonjour tout le monde, c'est Elsa de retour sur ma chaîne YouTube dédiée aux troubles obsessionnels compulsifs et au POO, donc cette forme de TOC souvent tabou et sans compulsion visible. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de revenir vers vous. Alors, je dois être honnête, c'est déjà la troisième vidéo que je fais. À chaque fois, j'ai un problème avec mon ordinateur qui finit par mettre un terme à la vidéo, donc je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus succinct. Mais ça me semblait important, en fait, juste de vous parler ou de vous présenter, euh, voilà, forcément imparfaitement et incomplètement, mais malgré tout, la pensée d'une personne qui m'a beaucoup aidée, qui m'aide beaucoup dans mon cheminement avec les TOC. C'est un psychologue TCC américain qui s'appelle Michael Greenberg et qui a lui-même souffert de TOC de type POO pendant de nombreuses années et qui a développé en fait une nouvelle approche de la thérapie comportementale et cognitive, et notamment de donc cet exercice qui est proposé dans le traitement des TOC dans le cadre d'une TCC qui est l'exposition et la prévention de la réponse. Et en fait, donc, il a développé une nouvelle technique, une nouvelle approche qui est centrée sur la rumination et le fait de considérer que la rumination, en fait, c'est vraiment la pierre angulaire qui nourrit l'anxiété en fait dans le mécanisme d'une personne souffrant de TOC et en particulier chez les personnes souffrant de POO. Et cette idée qu'en fait ruminer c'est déjà en fait être en train de compulser et qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être faites pour stopper et arrêter de ruminer en fait. Et du coup couper le cercle vicieux dès la racine en fait dans les troubles obsessionnels compulsifs. Donc ça, c'est vraiment ce qui est au cœur, au centre de la théorie de Greenberg. Et ensuite, il y a aussi voilà, des notions telles que la self-agency, c'est-à-dire en fait ce que je vais traduire en français par euh, le sentiment ou le ressenti subjectif qui fait que dans une situation, je sens que j'ai le choix, que j'ai la capacité d'agir, que je ne suis pas impuissant, démuni ou privé de ma capacité de choisir. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important aussi dans l'approche des TOC telle qu'elle est développée chez Greenberg. Et il y a d'autres choses comme par exemple le concept de core fear, qui peut être traduit par la peur fondamentale et qui, selon Greenberg, en fait, euh, et au cœur aussi en fait du TOC, à savoir que chaque personne souffrant de TOC aurait caché derrière en fait ces symptômes et au cœur de sa psyché, de sa souffrance en fait une peur fondamentale en fait, une peur fondamentale et qui aurait un intérêt en fait à trouver et à mieux cerner quelle est cette peur fondamentale pour chacun d'entre nous. Voilà, donc ça c'est quelques éléments de la pensée de ce psychologue et par contre voilà je tiens à préciser hein, que voilà, j'ai envie de vous faire découvrir un petit peu ce qui m'a apporté. Donc je vais le dire avec mes mots. Je prétends pas du tout être son porte-parole donc j'espère essayer de partager le plus fidèlement possible des éléments de sa pensée sans les déformer, les dénaturer. Maintenant, je le fais aussi parce que donc Michael Greenberg écrit en anglais et que je trouve que bah voilà, c'est aussi important que sa parole, ses théories et son approche puissent être entendues auprès de la communauté francophone et des gens qui ne maîtrisent pas l'anglais. Mais c'est sûr que ce que je fais ici ne peut absolument pas remplacer euh, bah, la découverte et l'exploration des articles originaux et des vidéos et
de toute la documentation produite par l'auteur et par l'homme lui-même. Donc c'est pour ça que sous cette vidéo, je vous mettrai le lien vers le site internet de Michael Greenberg et vers une ou deux vidéos en fait dans lesquelles il exprime, où il répond à des questions sur les fondements de sa pensée. Et aussi l'autre chose qui me semble important de préciser, c'est qu'à l'heure actuelle, donc Michael Greenberg en fait met déjà ses idées en application dans la clinique, dans l'accompagnement de ses propres patients. Par contre, il n'y a à l'heure actuelle toujours pas d'études scientifiques avérées qui valident ou qui invalident en fait certaines de ces théories. Voilà, malgré tout, moi je choisis de vous les partager parce que je pense que voilà, il a des idées assez novatrices en fait sur la façon dont on pourrait ou dont on peut considérer le mécanisme des TOC et de la façon dont on pourrait améliorer l'accompagnement et la prise en charge des personnes malades de TOC et en particulier donc des personnes souffrant de POO. Et moi, je vous le partage parce que je me sens assez proche en fait déjà en théorie de tout ce qu'il exprime. Avant même de le connaître, je réalise que j'ai eu un cheminement avec la maladie qui m'a conduit à des prises de conscience assez similaires. Donc il a finalement mis des mots sur des choses que j'avais déjà ressenties ou pressenties. Et depuis que j'ai lu certains de ses articles ou que je l'ai écouté parler, je réalise que c'est une personne qui m'a aidée et qui continue de m'aider à franchir des paliers et à m'approcher toujours plus voilà, de la rémission par rapport aux symptômes générés par les TOC. Alors ça fait beaucoup d'infos, je vais essayer de ne pas trop me perdre et prendre les choses un peu dans l'ordre. Alors déjà, il y a une chose moi que j'apprécie énormément chez Michael Greenberg, c'est qu'il m'a permis et qui me permet encore quelque part de me réconcilier ou de me voilà oui de me réconcilier par rapport à la nécessité dans laquelle je croyais me trouver de choisir entre la thérapie comportementale et cognitive d'un côté et l'approche psychanalytique de l'autre. En fait, longtemps, moi, j'ai complètement tiré un trait sur tout ce qui touchait de près ou de loin à la psychanalyse parce que j'ai fait de mauvaises expériences, que j'ai rencontré des gens qui ont fait de mauvaises expériences, qui, lorsqu'ils ont commencé à souffrir de TOC, se sont tournés vers des thérapeutes en cherchant des solutions et qui ont démarré en fait une thérapie psychanalytique qui finalement n'a fait qu'aggraver ou accentuer leurs problèmes parce qu'ils se sont retrouvés à payer des séances pendant lesquelles ils analysaient encore et encore et encore les questions et les pensées intrusives que leur envoyait leur TOC. Ce qui finalement ne faisait qu'alimenter le problème, d'analyser de ruminer sur pourquoi je me pose ces questions et si et ça, et est-ce que je suis vraiment comme ci, est-ce que je suis vraiment comme ça. Finalement, dans la pratique, beaucoup de personnes que j'ai rencontrées et moi-même, on a été exposés à ce risque que la psychanalyse vienne accentuer les ruminations plutôt que d'apporter des réponses et de réduire les symptômes. Donc en France, je pense en plus qu'il y a un peu une guerre de chapelle entre les thérapies comportementales et cognitives et l'approche psychanalytique. Ça fait qu'après, en avançant par le biais de mes lectures, en me tournant vers des thérapeutes TCC, j'ai découvert que effectivement, ben voilà, tout me poussait à croire qu'il fallait à tout prix que je me méfie de l'approche psychanalytique et que y ait cette espèce d'alarme et de clignotant d'alerte qui s'active en moi. Attention, c'est pas fait pour toi. Quand on souffre de TOC, il faut pas se tourner vers ça. Voilà, donc je me suis contentée de ça pendant de nombreuses années. Et finalement, en lisant Greenberg et puis finalement moi-même dans mon expérience, j'ai réalisé qu'il pouvait y avoir un intérêt à se tourner, à faire cette petite incursion dans le monde de la psychanalyse. Simplement, il faut savoir pourquoi, qu'est-ce qu'on vient y chercher, et que en fait, cette incursion dans la psychanalyse, elle soit vraiment au service en fait de notre parcours et de notre cheminement avec les TOC,
dans le but vraiment de se débarrasser de nos symptômes et d'aller vers la rémission en fait. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans. Et en fait, Michael Greenberg, pourquoi il m'a aidé avec ça? Parce que il m'a aidé à revenir à une approche beaucoup plus pragmatique et saine, à mon avis, de la psychanalyse. Déjà, il m'a aidé à prendre conscience que souvent, quand on parle de psychanalyse, on est habité tous par des représentations, par des clichés sur la sexualité refoulée, le complexe d'Oedipe, Freud, voilà. Et du coup, ben, moi, au fil du temps, en plus, ayant souffert voilà, de phobie d'impulsion, de TOC à caractère tabou, de TOC pédophile, quelque part, j'étais, sans me rendre compte, habitée par cette peur qu'en allant creuser de ce côté-là, j'allais faire naître en moi un doute encore plus grand, ou alors encore pire, découvrir qu'effectivement, à la base de mon problème, il y a quelque chose de malsain que j'aurais refoulé. Et que en fait toutes ces pensées elles parlent vraiment d'une part de moi, tout ça. En fait, Michael Greenberg, dans une vidéo dont j'ai mis le lien sous cette vidéo, exprime quelque chose que je trouve vraiment intéressant. C'est déjà de se rappeler que qu'est-ce que c'est la psychanalyse à la base? C'est prendre conscience que nous, les êtres humains, on est constitués par la capacité à éprouver des émotions, voilà, des émotions qu'on peut citer, des émotions basiques, la joie, la tristesse, la colère, que dès notre petite enfance, en fait, on va être traversé par plein d'émotions et on se définit également dans ce besoin qu'on a de tisser des relations, en fait, de tisser des liens d'attachement. Déjà aussi parce qu'on n'a pas le choix, en fait, quand on est, qu'on est un petit nourrisson, on est vulnérable, on est complètement dépendant des autres, et donc du coup, en fait, ce besoin de tisser des liens, ce besoin de s'attacher, en fait, on ne peut pas passer outre. Et du coup, en fait, il y a deux choses. Il y a quand on est bébé, quand on est enfant, très vite, on va éprouver deux besoins sur le plan relationnel, donc le besoin de tisser des liens, le besoin de s'attacher, le besoin d'être aimé, et puis à côté de ça, un besoin d'exister en tant qu'individu, un besoin de se séparer, un besoin de mettre de la distance, de mettre des limites, et en fait, euh, ce que toute notre vie on va chercher, c'est un équilibre entre ces deux besoins qui peuvent sembler contradictoire. En fait, voilà, il y a un paradoxe, mais ce qu'on va rechercher, c'est un équilibre dans ces deux besoins. Et des fois, on va perdre cet équilibre, ça va générer un conflit entre ces besoins, en fait, d'attachement et ces besoins d'exister en tant qu'individu. Et à un moment donné, là, dans une des vidéos où Michael Greenberg échange avec Chrissy Hodges, que j'ai partagé sous cette vidéo, il va se référer à un psychanalyste, à la pensée d'un psychanalyste qui s'appelle David Mylan, voilà, que je ne connaissais pas, mais donc il l'a cité, donc je vous le cite également, et qui en fait a un petit peu élaboré sa théorie, comme quoi les personnes qui souffrent de TOC, chez les personnes qui souffrent de TOC, en fait ce qui se passe c'est que en fait on va symptomatiser le fait qu'à un moment donné, on a éprouvé une forme de colère saine, une forme de colère saine qu'on ne s'est pas autorisé à exprimer euh, parce qu'on a pressenti que d'exprimer cette colère, ça pourrait mettre en péril nos liens d'attachement en fait. Euh, donc on a ravalé de la colère, on ne s'est pas autorisé à exprimer une colère qui pourtant était juste, saine, parce qu'on ne voulait pas, parce qu'on a cru, on a ressenti, hein, à raison ou à tort, que l'expression de cette colère pourrait en fait mettre en péril nos liens d'attachement. Euh, alors moi, je trouvais ça intéressant de vous partager cette réflexion-là parce que ben, ça fait typiquement partie un petit peu des théories que pendant longtemps j'ai boudées parce que
bah voilà, moi j'ai quand même lu et découvert et appris le fait que le TOC c'est effectivement une maladie euh, enfin voilà, où on a du mal à incriminer un seul facteur, mais il y a quand même une dimension physiologique, biologique, l'idée qu'à un moment donné on souffre d'un déficit de neurotransmetteurs, de sérotonine, donc il y a plusieurs choses qui sont impliquées. J'avais du mal, moi, parce que euh, pour moi, la psychanalyse ou l'approche psychanalytique pour comprendre l'origine des TOC avait un peu ce côté chercher la culpabilité auprès des parents, chercher à incriminer l'entourage, l'éducation. Et moi, personnellement, je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde, hein, mais je m'estime chanceuse. J'ai toujours eu un très bon relationnel avec mes parents. Ils m'ont toujours plutôt soutenue dans l'épreuve. Et du coup, j'avais beaucoup de mal avec l'idée de laisser la porte ouverte à une interprétation ou à une grille de lecture qui pourrait bah voilà, me pousser à les incriminer par rapport à la souffrance de mes tocs, en fait. Maintenant, malgré tout, en lisant ça, et puis en lisant d'autres articles, en écoutant d'autres interviews de Michael Greenberg, entre autres, j'ai j'ai ressenti que ça venait faire écho que c'est vrai que voilà, cette histoire de la colère refoulée, du fait de ne pas s'autoriser à exprimer des choses pour préserver les relations, pour éviter les conflits, ça m'a beaucoup parlé en fait. Dans mon fonctionnement, je réalise que je suis quelqu'un qui a ouais, souvent qui s'est interdit d'exprimer des choses, où j'ai ressenti, même sans toujours m'en rendre compte, une forme de frustration par rapport au fait que je m'empêchais d'exprimer des choses par nécessité, bah, effectivement, d'éviter le conflit, de préserver les gens, de voilà. Et donc, du coup, tout ça, c'est quand même venu faire écho. Donc, je me suis dit, ben voilà, sans tout de suite mettre ces théories sur un piédestal, en faire une religion, je pense que voilà, là, j'ai commencé à me dire, il peut y avoir un intérêt en fait, à laisser une porte ouverte à ça, à partir du moment où ça vient juste jeter un éclairage ou un peu plus de compréhension sur des choses que je vis et que ça peut m'aider en fait à les surmonter ou à voilà, me débarrasser de fausses croyances ou à changer des mécanismes qui me desservent, ben pourquoi pas laisser un peu de pourquoi pas laisser une porte ouverte en fait à ces incursions en fait dans le domaine de la psychanalyse. Donc en fait voilà, ça c'est dans une des vidéos là avec Chrissy Hodges, à un moment donné, ben, Michael Greenberg va parler de ça, va parler du fait que ben en fait euh, la psychanalyse c'est ça, c'est étudier à quel moment en fait certaines de nos émotions ou l'expression de certaines de nos émotions sont venues rentrer en conflit avec nos liens d'attachement, en fait, avec les liens d'attachement fondamentaux qui nous constituent. Et le fait de, pour chacun, un peu regarder dans son histoire en quoi tout ça, ça vient faire écho, ça peut apporter un éclairage après aussi sur ce qu'on vit avec les TOC. Et en ça, ça peut vraiment ben, tout ce qui amène en fait de la prise de conscience et un plus grand discernement par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous, je pense que ça peut vraiment nous aider. Il ne s'agit pas de ruminer dessus pendant des heures, mais juste de favoriser les prises de conscience. Euh, donc, dans le même esprit, à un moment donné, Michael Greenberg, il met beaucoup d'importance dans sa pensée sur la notion de core fear, donc c'est la peur fondamentale. Et alors, je ne veux pas trahir ce qu'il dit ou le déformer, donc je ne vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais malgré tout, voilà, ce que j'en ai compris, c'est qu'au cœur de l'expérience des TOC, pour chacun d'entre nous, il y a l'existence d'une peur fondamentale. Et cette peur fondamentale, en fait, elle est très souvent à mettre en lien avec une peur de perdre les liens d'attachement en fait qui nous permettent en fait de rester debout quoi, les liens d'attachement qui sont vraiment importants pour nous. Et il y a un peu cette idée en fait de comment dire, comment définir cette peur fondamentale. En fait, cette peur fondamentale, c'est l'idée à un moment donné, c'est plutôt cette conscience en fait d'un état émotionnel terrible, fait d'un mal-être indescriptible, de peur, d'angoisse,
d'un sentiment d'être rejeté, enfin voilà, en fait c'est comment dire, c'est un petit peu difficile à mettre en mots parce que finalement c'est pas tellement quelque chose qui peut facilement être expliqué, c'est plutôt chez chacun de nous qui avons fait l'expérience de la souffrance des TOC, il y a eu à un moment donné cette conscience qu'il y a un état émotionnel terrible, euh, un état émotionnel terrible qui existe et dans lequel on pourrait se retrouver. Et cette peur, en fait, de faire quelque chose ou qu'il arrive quelque chose qui fait qu'on bascule dans cet état émotionnel affreux et qu'on reste bloqué dedans, en fait, pour toujours. Et finalement, tout ce qu'on va faire avec les TOC, tous nos évitements, nos compulsions, quelque part, c'est des stratégies bah, du coup dysfonctionnelles, mais des stratégies quand même, de notre cerveau, de notre être, pour essayer d'éviter de ne pas se retrouver à jamais dans cet état de disgrâce, dans cet état émotionnel horrible. Alors moi quand j'ai lu ça dans les articles de Michael Greenberg, ça m'a vraiment fait écho parce que moi-même j'en étais arrivée à cette conclusion que finalement, en fait, ce qu'il y a au cœur de tous mes TOC, quels qu'ils soient, parce que je suis passée par plein de thématiques différentes, TOC du couple, TOC homosexuel, non, mais bon, voilà, ça fait partie du panel de tout ce qu'on peut être amené à expérimenter. Moi, c'était plutôt les phobies d'impulsion, le TOC pédophile, enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et finalement, peur d'être possédée, enfin des tas de trucs, je vous en ai déjà parlé, je vous apprends rien. J'ai réalisé que ce qu'il y avait au cœur de tout ça, de toutes ces expériences, finalement, c'était toujours cette terreur, effectivement, de basculer et de rester bloqué à jamais dans mon propre enfer personnel, en fait. Et effectivement, je réalise que ces dernières années, j'ai de plus en plus réussi à vraiment formuler pour moi-même de manière de plus en plus claire et précise que c'est cette peur fondamentale pour moi, cette core fear, et que le fait de désormais avoir conscience du visage et de la forme que cette peur fondamentale adopte pour moi, ça m'aide plus facilement à identifier à travers toutes mes expériences et toutes les fois où je peux être vraiment dans le doute, dans l'anxiété, toutes les formes différentes que mes pensées, mes ruminations ont pu prendre, j'arrive désormais à identifier cette peur-là en fait. Et ça m'a vraiment aidé à mettre toutes ces pensées, ces scénarios catastrophes à distance. En fait, j'ai réalisé que pour moi, hein, et c'est là en fait qu'il y a un travail à faire pour chacun de cerner quel visage cette peur fondamentale prend pour lui. Pour moi, je pense que la peur fondamentale, je pourrais la définir ainsi. C'est, je pense, cette idée, cette peur en fait que quelque part je cache au fond de moi quelque chose d'humiliant, de honteux, quelque chose qui est pas sain, quelque chose qui ne devrait pas être là. C'est la peur d'avoir au fond de moi quelque chose d'impur et que si un jour cette chose impure, honteuse, mais que je peux. Enfin, voilà, c'est un sentiment diffus, quoi. Si un jour ce quelque chose de cette part d'ombre en moi, en fait, venait à être étalé, révélé au grand jour, en fait, ça me priverait à jamais du droit à être aimé, en fait. Je tomberais dans un état, en fait, où je n'aurais absolument plus. J'aurais je n'aurais plus droit à aucune forme d'amour en fait de personne et en premier lieu des gens qui sont le plus importants pour moi en fait. Et du coup j'ai cette impression qu'il faut que je parte sans arrêt en quête de ce truc chez moi qui cloche, de cette part d'ombre, cette part honteuse. J'ai ce truc en moi qui édicte cette urgence de partir en quête de la part sombre, de la part honteuse en moi, pour l'éradiquer, pour surtout pas que je cours le risque un jour de me retrouver dans cet état de disgrâce où je n'aurai plus droit à l'amour de personne en fait. Et du coup, j'ai réalisé avec le temps ben voilà, que finalement j'ai construit beaucoup de choses dans ma vie
construit beaucoup de choses autour de cette croyance en fait qu'il y a quelque chose de suffisamment dégueulasse en fait pour le dire comme c'est, de suffisamment horrible en moi qui justifierait un jour que plus personne ne m'aime en fait. Et du coup voilà ça fait que j'ai comment dire que j'ai toujours cherché à contenter les uns et les autres, toujours chercher je me suis toujours mis la pression pour être parfaite, pour ne pas faire les choses de travers, pour ne pas décevoir, et puis j'ai toujours voilà, cherché à être moralement irréprochable, je me suis toujours beaucoup creusé la tête pour essayer de voir qu'est-ce qui finalement, qu'est-ce qui clochait chez moi en fait. Euh, des heures et des heures à chercher justement qu'est-ce qui pourrait être où pourrait se situer ce, cette chose honteuse, humiliante, cette part d'ombre qui pourrait me faire tomber en disgrâce. Alors après, sans rentrer dans les détails, dans mon histoire personnelle, petit à petit, j'ai même réussi à mettre en lien avec des choses qui remontent à très loin, dans ma petite enfance. Et après, bah voilà, je pense, ça c'est différent pour chacun. Moi, je n'ai pas ressenti le besoin à un moment donné, ou même maintenant, je ressens pas forcément le besoin de creuser toujours plus en fait. Ce que je vous dis, c'est pas ça, c'est pas de creuser toujours plus dans votre histoire familiale, voilà, si vous en ressentez pas le besoin, c'est pas de ça qu'il est question. Maintenant, moi, je sais que quelque part, cette autorisation que Michael Greenberg, dans sa pensée, alors lui, s'est pas rendu compte qu'il l'a fait, mais quelque part, moi, en le lisant, ça m'a restitué l'autorisation, au moins, d'aller faire des incursions dans ce côté un peu plus psychanalytique. Bah en fait, moi, je sais que ce que je suis allée chercher là-dedans, je l'ai vraiment mis au service de ma rémission, en fait, d'un mieux, de mes tentatives voilà, de me débarrasser de mes symptômes et de mes tocs. Et en ça, ben voilà, ce concept de corps fear, je le trouve très intéressant. Euh, je le trouve très intéressant et puis je serais très curieuse en fait d'avoir vos ressentis et vos retours par rapport à ça. Et puis si vous comprenez l'anglais, je vous invite vraiment une fois de plus à aller écouter ce que Michael Greenberg lui-même a à dire sur tous ces sujets, à aller sur son site internet et à lire des articles. Je trouve ça vraiment hyper intéressant quoi. Euh, alors du coup, voilà, bah juste quand même parce que je trouve que peut-être pour mettre ça de manière plus directe en lien avec les TOC et le symptôme des Pure O, à un moment donné, là aussi, dans son échange avec Chrissy Hodges, bah, il prend l'exemple de quelqu'un qui souffrirait de TOC pédophile. Euh, et du coup, ben, l'idée, en fait, de cette personne, enfin, comment dire, justement caché derrière les manifestations du TOC pédophile, il y a peut-être, c'est différent pour chacun une fois de plus, mais chez cette personne, ben, exactement ce que moi j'ai décrit de ma propre prise de conscience, c'est-à-dire peut-être que c'est une personne qui depuis l'enfance a intériorisé la croyance qu'elle avait en elle quelque chose de honteux, qu'il fallait qu'elle dissimule et que si c'était révélé, ça allait lui ôter l'amour de ses parents. Après, l'élément ou l'histoire ou l'événement d'origine qui l'a conduit à avoir cette croyance, ça c'est une fois de plus, ça lui appartient. Mais on voit, par exemple, dans le TOC pédophile, que ça a un sens parce que finalement, moi, j'ai réalisé, quand mes pensées se sont cristallisées sur cette thématique-là, par exemple, en particulier, que finalement, le pédophile, dans notre société, c'est un petit peu une figure qui symbolise et qui cristallise beaucoup de choses, qui cristallise justement quelque chose que tout le monde à l'unanimité va considérer comme honteux, avilissant. Et justement, et qui en fait, il y a aussi présente dans la figure du pédophile cette prophétie un peu autoréalisatrice et effrayante qui peut être au cœur de la coiffure, à savoir que le jour où ce penchant honteux et avilissant sera révélé publiquement,
et ben en fait on n'aura plus droit à aucune forme d'amour et de rédemption. Et effectivement, bah voilà, dans notre société, cette figure du pédophile, elle est beaucoup venue cristalliser ça, surtout ces dernières années. Le fait qu'on n'a pas le droit, quand on est pédophile, à de la compréhension, à de la compassion, à de l'amour en fait. Et du coup, ben, moi personnellement, j'ai réalisé que ben, si à un moment donné, entre autres, mes tocs sont venus se cristalliser sur cette figure-là, c'est aussi parce que ça me faisait revivre encore et encore et encore toujours ce même schéma et ce même, cette même croyance en fait que j'avais construite sans même m'en apercevoir autour du fait qu'il y a quelque chose de honteux en moi qu'il faut que je dissimule au risque de me retrouver à errer dans un état où je serais maudite, privée de l'amour de tous, à végéter avec ma propre honte, quoi. Voilà. Donc, désolée, hein, c'est pas, c'est pas très gai. Et en même temps, je pense que c'est intéressant de mettre des mots sur tout ça. Ça permet aussi de, bah voilà, clairement d'observer qu'il y a, si on s'attache à cette théorie de la core fear, de la peur fondamentale, finalement, on se rend compte que ce que les TOC viennent amener dans notre vie, finalement, c'est des stratégies adaptatives. Les comportements, les évitements et les compulsions sont des stratégies qui, finalement, qu'on met en place pour essayer d'éviter quelque chose et qui finalement se retourne contre nous. Mais le fait d'avoir conscience de ce qu'on cherche à éviter à travers ces stratégies qui finissent par prendre le dessus et nous dominer, ben, ça peut être vraiment intéressant en fait. Voilà. Donc c'est ce que dit Michael Greenberg et moi, avec le temps, je partage de plus en plus en fait cette approche, cette idée. Et une fois de plus, je pense que un des gros atout de sa pensée, c'est pour moi, ça a été pour moi et ça l'est encore, cette possibilité de sortir un peu de cette dualité, de cette éternelle guéguerre entre les thérapies comportementales et cognitives et les approches et l'approche psychanalytique. Moi, je pense qu'on peut, ce qu'il faut toujours mettre au centre, c'est le bien-être et la volonté d'aider le patient, le malade de TOC à aller mieux. Et du coup, bah, en fait, si on peut puiser dans différentes approches et si ces approches peuvent finalement s'avérer complémentaires plutôt que contradictoires, bah, tant mieux en fait. Enfin voilà, moi je le vois vraiment comme ça. Voilà. Ensuite, donc, et puis je finirai là-dessus, parce que là je vois que je suis déjà à 32 minutes de vidéo, mais effectivement, après, et ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, celle sur les compulsions dans les tocs de type Pio-O, je pense que un des fondements de ce que peut apporter Michael Greenberg avec ses réflexions, c'est effectivement toute cette réflexion sur le fait de considérer la rumination comme une forme de compulsion et de croire et d'encourager des techniques qui nous permettent de réaliser qu'en fait on a une emprise sur la rumination, qu'à un moment donné ça peut se travailler, qu'on peut vraiment à un moment donné réussir à cesser ce cercle vicieux de la rumination. Euh, voilà, alors après là, moi je ne suis pas thérapeute, je vous partage simplement son approche, j'ai lu beaucoup de choses de ce qu'il dit sur comment arrêter de ruminer. Je pense que ça nécessiterait encore une autre vidéo parce que je ne veux pas rentrer là dans les détails sur la façon dont lui, il essaye de mettre ça en place avec ses patients. Ça prendrait encore plus de temps et puis voilà, et puis surtout j'aurais un petit peu peur, je vous avoue, de dénaturer ses propos. Mais je pense que voilà, enfin, en tout cas, moi j'espère vraiment que dans les années à venir, il y a des études qui vont être menées, qui vont valider euh, les théories de Michael Greenberg et qui vont permettre en fait de démocratiser un peu plus son approche parce que je pense qu'elle peut apporter énormément et qu'elle peut peut-être permettre à des praticiens TCC aussi de développer des nouvelles techniques d'exposition et de prévention de la réponse qui seront beaucoup plus adaptées aussi à des personnes qui souffrent comme nous de TOC sans compulsion visible.
Mais voilà, donc moi je trouve ça très intéressant l'idée de considérer la rumination comme une compulsion et puis de commencer à se dire, même si c'est difficile, que même par rapport à la rumination, on n'est pas impuissant, on n'est pas obligé de subir, on peut essayer à un moment donné de s'observer fonctionner et de voir à quel moment en fait on est en train de ruminer et qu'on peut trouver une façon d'interrompre ce processus-là. Alors, juste du coup, encore dernière chose par rapport à cette notion de self-agency, justement, et comment est-ce que cette notion de self-agency, c'est-à-dire ce pouvoir d'agir, cette conscience qu'on peut faire un choix et qu'on peut avoir un impact sur ce qu'on vit et ce qu'on pense, comment est-ce qu'elle vient justement en fait se mêler à tout ça. Euh, Et bah justement, en fait, souvent la grosse difficulté qu'on a quand on souffre de TOC de type PUO, c'est qu'on n'arrive plus à faire la part des choses, à savoir à quel moment est-ce que c'est moi qui pense, à quel moment est-ce que c'est le TOC qui se mêle à mes pensées, à quel moment est-ce que je suis vraiment en train d'avoir un raisonnement logique, à quel moment est-ce que je suis vraiment en train de réfléchir et à quel moment je suis en train de ruminer, à quel moment est-ce que je suis dans l'obsession, à quel moment je bascule dans la compulsion. Comme tout se passe dans notre tête, des fois on est complètement perdu. Et en fait, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que Michael Greenberg, en fait, il nous donne un peu des outils pour commencer à naviguer notre barque au milieu de tout ça. Et surtout, c'est pas des outils grossiers, copier-coller d'une personne à l'autre. Déjà, ce qu'il dit, c'est que finalement, il n'y a pas de marqueurs objectifs qui nous permettent de déterminer là, on est en train de penser par nous-mêmes et là, on rumine. Il n'y a pas genre un tableau où on peut dire telle pensée c'est de la rumination, telle pensée ça en est pas. C'est vraiment très subjectif et il faut assumer que c'est très subjectif. Ce qui va permettre en fait de déterminer quand est-ce qu'on rumine et quand est-ce qu'on rumine pas, bah, c'est justement de prendre l'habitude de s'observer et de ressentir est-ce que j'ai l'impression est-ce que j'ai l'impression que là, je conserve une marge de manœuvre? Est-ce que je conserve un choix sur ce que je suis en train de vivre et de penser? Est-ce que je pourrais juste arrêter et penser à autre chose? Ou est-ce qu'il y a une perte de contrôle? Est-ce que je suis en train de subir? Est-ce que j'ai l'impression que je ne peux plus vraiment, je suis plus vraiment maître en fait de ce qui est en train de se jouer dans mon esprit? Et à ce moment-là, en fait, on est dans la rumination. Et il y a peut-être des situations dans lesquelles on va plus facilement tout de suite réussir à identifier que là, on est clairement en train de ruminer, quand les pensées vont s'accrocher à des thématiques clés, on va dire, sur lesquelles notre TOC se tourne sans arrêt. Bah, voilà, tous ces thèmes qu'on a identifiés, hein, les phobies d'impulsion, le TOC pédophile, le TOC homosexuel, et ainsi de suite. Euh, alors là, et encore, hein, ça reste très compliqué justement, mais là, peut-être que d'un coup, on va se dire, ah ouais, là, je suis à fond dans mon TOC, ou là, je rumine. Après, on se rend aussi compte en cheminant avec les TOC qu'à un moment donné, le TOC, c'est des mécanismes de pensée extrêmement vicieux, c'est une tendance à l'obsession et à la rumination qui peut s'insinuer dans plein de choses de notre quotidien. Et du coup, ben voilà, il nous invite vraiment, Michael Greenberg, à cet effort de discernement sur est-ce que là, je suis, je serais capable là d'arrêter de penser à ça et de penser à autre chose ou pas, pour déterminer en fait à quel point je suis sous l'emprise d'un comportement de rumination, d'un comportement compulsif ou pas. Dans une de ses vidéos, où il parle avec Chrissy Hodges, justement encore, il donne un exemple, et c'est marrant qu'il utilise cet exemple, parce que moi c'est une situation que j'ai vécue, hein, par laquelle je suis passée. C'est par exemple quelqu'un qui décide qu'il va plus que manger une alimentation à 100% bio. Moi voilà, parce que j'ai des valeurs, comment dire, que je m'intéresse à tout ce qui touche à l'environnement, au bien-être animal, à l'impact de notre agriculture sur l'environnement, bref. Voilà, à un moment donné, j'ai aussi
opérer des changements dans ma manière de manger, de consommer. Et à un moment donné, par exemple, j'ai été pendant 5 ans végétarienne stricte. J'ai complètement arrêté de manger de la viande. Ce qui s'est passé, c'est que clairement, pour moi, tout ça, c'était un choix, en fait, au départ. Un choix motivé par mon propre pouvoir d'agir, par mes propres décisions. Mais comme souvent dans ma vie, il y a eu un moment donné où mon toc s'en est mêlé et insidieusement, en fait, ce qui au départ était un choix éclairé est devenu de plus en plus une forme de contrainte de quelque chose qui m'amenait beaucoup de culpabilité, de rumination, où finalement je sentais une perte de liberté par rapport aux principes que je m'étais moi-même donné. Et du coup, j'ai réalisé à un moment donné que, par exemple, si j'avais le simple fait d'envisager de faire un écart par rapport au régime alimentaire que j'avais choisi, me créer une telle angoisse et un tel sentiment de culpabilité que je me suis dit, oh mince, alors là, le toc est venu s'en mêler, en fait. Et en fait, là, dans une vidéo, c'est un peu ce que dit Michael Greenberg, c'est à un moment donné, vous voulez manger 100% bio, ok, posez-vous la question, euh, bah voilà, est-ce que je suis ok avec ça? Est-ce que je suis bien? Est-ce que ça me va? Est-ce que c'est un truc que j'ai choisi parce que je suis en accord avec ça? Est-ce que voilà, je suis capable d'argumenter pourquoi je le fais vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des autres? Et est-ce que si maintenant j'ai envie d'arrêter de penser à ça et de penser à autre chose et de changer carrément de sujet, de parler d'autre chose que de mon alimentation et tout. Est-ce que je peux, sans que ça vienne générer d'anxiété ou sans que ce soit un problème, oui ou non? Ou alors est-ce que ben, d'un coup j'ai l'impression que ce truc-là s'impose à moi et je peux pas l'évacuer de mon esprit, je peux pas euh, passer à autre chose, je peux pas, je me sens quelque part sous le poids d'une injonction ou de la nécessité d'y penser ou la nécessité d'agir d'une certaine manière, sans quoi les répercussions seraient graves, je me sens euh, euh, contrainte de penser ou d'agir d'une certaine manière parce que autrement l'incidence que j'y mets c'est que ça vient autrement je suis pas en paix avec moi-même, ça vient générer de la peur, de la culpabilité et en fait voilà c'est ce sentiment de dans quelle mesure j'ai encore une part de liberté intérieure par rapport aux pensées qui me traversent, par rapport aux décisions que je prends ou pas en fait. C'est ça et c'est ce curseur-là hyper subjectif à lui seul qui va nous permettre à chaque moment de déterminer à quel point le toc s'est mêlé de mes pensées et de mes prises de décision ou pas. Et ça, j'ai trouvé ça aussi hyper intéressant parce qu'effectivement, je sais que des fois, on peut se sentir vraiment très perdu avec ça, qu'on peut avoir tendance aussi à se comparer à ce que vivent les autres pour situer son propre curseur. Et en même temps, je pense que c'est vraiment pas mal, en fait, cette notion de sonder en soi-même quel choix il nous reste, en fait. Euh, quel choix il nous reste, quelle liberté intérieure il nous reste par rapport à ce que le TOC tente de nous imposer en fait. Et c'est souvent ça ouais, qui va déterminer bah, où je me situe par rapport à mes TOC et à mes pensées, à mes ruminations. Euh, voilà. Et après, il y a encore un tout dernier il dit plein de choses intéressantes, Michael Greenberg, c'est difficile de faire le tri. Il y a une autre chose que je trouve hyper intéressante qu'il a partagée, ben, c'est aussi voilà, l'importance de la façon dont on va parler de ces tocs, des mots qu'on emploie et du sens qu'on met dans les mots qu'on emploie. Et à un moment donné, ben, il parle de de ce terme de maladie chronique et aussi du terme dans le TOC, on entend souvent dire dans le TOC, il faut accepter. Et je trouve qu'il dit quelque chose, moi je le rejoins complètement sur ça. Il dit en fait, attention, tout dépend, qu'est-ce que vous mettez derrière ces termes? Est-ce que derrière maladie chronique, vous mettez le fait que vous souffrez, vous n'êtes pas responsable du fait qu'à un moment donné, vous avez à lutter contre des TOC parce que c'est effectivement une maladie, des troubles, des symptômes qui se sont imposés à vous et qui peut-être, voilà, constitueront toujours une forme de fragilité qui sera à un moment donné, clairement, si vous vous soignez ou qui pourra devenir à un moment donné juste un élément complètement en arrière-plan de votre vie dont vous ne subirez plus les conséquences. Est-ce que ça veut dire ça, maladie chronique?
Ou est-ce que quand vous entendez maladie chronique, quand les gens vous parlent de maladie chronique, quand vous-même vous vous définissez comme malade chronique, vous y mettez une forme de résignation et d'impuissance et l'idée que vous pourrez jamais vous en sortir et aller mieux. Et dans ce cas-là, si c'est ça, lui il dit, et moi je le rejoins là-dedans, euh, que c'est pas bien, en fait, c'est pas bon, enfin c'est pas que c'est pas bien, mais pour moi, faut lutter contre ça. Il faut lutter contre cet enfermement dans des étiquettes mortifères, en fait. Et il faut lutter contre, non pas parce que c'est notre devoir de lutter contre et de ne pas se résigner. Des fois, on peut se sentir épuisé, résigné, et on a toutes les raisons des fois de l'être. Mais simplement parce que on a droit, en fait, on n'a pas à se résigner dans le sens on a droit à être soigné et pris en considération et on a droit à prétendre à être soigné efficacement jusqu'à atteindre une qualité de vie où les tocs n'ont plus autant d'emprise sur notre vie. En fait, c'est plutôt quelque part, voilà, le risque de cette histoire du sens qu'on peut mettre derrière le mot maladie chronique, c'est que on nous a quelque part appris à nous résigner et à faire avec, parce qu'à l'heure actuelle, les solutions qu'on nous propose sont largement insuffisantes. Et en fait, c'est pour moi contre ça qu'il faut à un moment donné se dresser. Et c'est en ça que le choix des mots qu'on emploie pour parler de notre propre maladie, de nos propres tocs, a un rôle vraiment important à jouer. C'est que il y a des choses qu'on doit, à mon sens, pas accepter et accepter de ne pas être pris en compte dans cette maladie, de ne pas avoir de solutions suffisantes qui nous sont proposées, ben c'est juste pas entendable. Voilà. Ensuite, cet autre exemple par rapport au sens qu'on met derrière les mots qu'on emploie, c'est l'idée que ben, il faut accepter dans les TOC, quand on souffre de TOC, il faut accepter les pensées, il faut accepter ci, il faut accepter ça. Euh, Là, c'est pareil, en fait, c'est accepter quoi? Est-ce que il s'agit d'accepter que ces pensées se soient présentées à nous, accepter euh, que des pensées intrusives à un moment donné surgissent dans notre esprit, accepter qu'une question se soit posée à nous, même si elle nous dérange, du style bah, est-ce que je suis un pédophile? Est-ce que accepter qu'à un moment donné ces choses-là aient pu survenir dans notre esprit, accepter cette réalité-là, euh, ça c'est une chose. Ou alors est-ce que quand on parle d'accepter, il s'agit d'accepter qu'on souffre, accepter qu'on rumine, accepter qu'on subit. Et à ce moment-là, ben, Michael Greenberg dit, ben, lui, il pense pas que ce soit une bonne attitude. Et une fois de plus, je vais pas me cacher derrière lui, mais moi, enfin, je me cache pas du tout derrière lui. En fait, je le rejoins complètement. Je pense qu'il faut pas accepter ça. Accepter doit pas être synonyme de résignation, en fait. Et pourquoi, une fois de plus, pas parce que on s'interdit d'être découragé ou d'en avoir marre, c'est pas de ça qu'il est question. C'est on n'a pas à accepter, on n'a pas à nous-mêmes se dire ou à se laisser dire par les autres que on va devoir vivre avec la souffrance et les conséquences de cette maladie et des symptômes qu'elle nous impose jusqu'à la fin de notre vie. On n'a pas à accepter ça en fait. Euh, il y a déjà énormément de solutions qui existent pour nous aider à faire face par rapport à la souffrance qu'engendrent les troubles obsessionnels compulsifs. Il y a beaucoup de nouvelles recherches qui sont menées, il y a beaucoup de thérapies efficaces, de traitements qui malheureusement ne sont pas encore assez utilisés, mis à disposition des malades, qui ne sont pas assez encouragés. Et du coup, en fait, tant que tout n'a pas été essayé, tant que toutes les solutions n'ont pas été mises à notre disposition, on n'a pas à faire nôtre un discours dans lequel, quelque part, il faudrait qu'on se résigne et qu'on accepte dans le sens qu'on baisse les bras par rapport aux symptômes de notre maladie, en fait. Voilà, c'est ça aussi que je voulais vous dire, qui est un élément parmi d'autres.
sur lequel je rejoins Michael Greenberg dans ce qu'il peut exprimer dans ses vidéos, dans ses articles. Je pense que j'ai oublié beaucoup de choses, qu'il y a encore beaucoup de choses qui mériteraient d'être dites. J'espère juste ne pas avoir trop dénaturé aussi la pensée voilà, de cet homme qui personnellement voilà, moi, a apporté beaucoup d'éclairage et m'aide encore aujourd'hui à mener ma barque avec tout ça. Je serais juste heureuse d'avoir vos ressentis, vos opinions, vos réflexions par rapport à tout ce que j'ai dit, vos critiques aussi, s'il y en a. Je vous encourage une fois de plus à, si vous comprenez l'anglais, à aller vous-même jeter un coup d'œil à toute la documentation à disposition sur le site de Michael Greenberg, les vidéos, il y a des vidéos en ligne, des podcasts aussi sur le site des OCD Game Changers, sur YouTube. Je vous invite à fouiller, à explorer. Si vous ne comprenez pas l'anglais, même certaines vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à les regarder avec des sous-titres générés automatiquement. C'est pas génial, mais c'est toujours mieux que rien. Et puis, je vous attends très vite ici pour continuer à parler de tout ça, pour voilà, échanger sur tout ce que vous aurez envie de partager. Ne baissez pas les bras. Merci et bravo si vous êtes arrivé une fois de plus au bout de cette vidéo interminable. Et je vous dis à très bientôt. Merci, merci.